Mais voyons donc, c'est qui ça, l'antipode? Et on est de retour avec notre invité pour la soirée, Alexandre Dumas, chercheur en histoire, si je ne m'abuse, à l'UQTR, qui a récemment fait une recherche sur le départ des femmes en politique. Moi, j'ai pris connaissance de tout ça dans un article du Devoir. Je me suis dit, juste déjà, moi, juste avoir les raisons qui étaient évoquées du départ, j'ai fait, OK, ça m'intéresse, ça, tu sais, parce que c'est le genre de choses, tu sais, des conditions pratiques et matérielles, tu sais, qui excluent des gens des institutions. C'est quelque chose que moi, j'ai personnellement vécu, puis je trouve que c'est quelque chose qui est comme, qui a plus d'effet, tu sais, qu'une interdiction, des fois formelle. Fait que j'étais intéressé à en savoir plus. Puis, tu sais, de fil en aiguille, en tout cas, on me dit que tu serais probablement intéressé à venir nous en parler toi-même. Fait qu'on est ici à soir. Écoute, je vais te passer le flambeau si tu veux te présenter peut-être un peu plus extensivement que je l'ai fait. Nous parler un peu, c'est quoi tes travaux en général, puis sur quoi tu travailles en dehors de la recherche qu'on vient d'entendre parler. Moi c'était la première fois que j'entendais parler de tes travaux là, quand j'ai lu cet article-là. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, Super. Excellent. Merci et bienvenue à l'Antipode. Merci pour l'invitation. Donc, oui, je suis historien de formation. J'ai fait bac et maîtrise à l'Université du Québec à Trois-Rivières et doctorat à McGill. J'ai fait ma thèse de doctorat sur les relations entre l'Église et l'État au Québec à l'époque de Maurice Duplessis, ce qui a Ah, donné un autre mon sujet deuxième intéressant. livre. Ah, C'est un autre sujet intéressant, ça. donc, l'Église et la politique québécoise de Tachereau à Duplessis. J'ai écrit un autre livre sur, parce que mon nom me l'obligeait, donc les quatre mousquetaires de Québec, quatre politiciens très en avance sur leur temps qui auraient fait probablement la révolution tranquille no 25 ans en pasará. avance de ce qu'on leur avait permis. oh, excuse de l'interruption, on vient d'avoir un nouveau follower. On va te laisser continuer. Merci à qui de droit. Ça fait partie des joies du streaming. Présentement, je termine un livre sur l'histoire de la ligne de parti au Québec de la Confédération jusqu'à aujourd'hui. Il devrait paraître cet hiver, si tout va bien. Et le projet sur lequel je travaille en ce moment, bien, c'est celui pour lequel vous m'avez invité. Donc, c'est une recherche sur les raisons pour lesquelles il y a plus de femmes que d'hommes qui choisissent de quitter la politique. OK. Donc, C'est une on recherche apprend qui est avec les points de vue. c'est encore active, c'est pas les conclusions nécessairement qui ont été présentées dans l'article. Les recherches sont terminées dans la mesure où j'ai mené toutes mes entrevues. Je connais les conclusions. Simplement, l'essai est encore en rédaction. Donc, c'est pour ça que, de mon point de vue, c'est encore un projet actif. Ah, c'est bon, c'est tout chaud. On aime ça. Oui, oui, l'article est paru le 11 octobre, fait que c'est vraiment, c'est très, très récent, là. Moi, le premier point qui a attiré mon attention, c'est la conciliation travail-famille, tu sais, parce que c'est littéralement un accommodement pour parents, ça, tu sais. Fait que c'est quelque chose qui a attrait une adaptation du milieu de travail pour permettre à quelqu'un de s'y rendre. Y a-tu, tu sais, c'était quoi en particulier au niveau de la conciliation travail-famille? C'est quoi? C'est le fait que, par exemple, une difficulté à avoir des services de garde? C'est une difficulté au niveau financier? Oui, je sais pas, c'est quoi? C'est-tu. Y a-tu des points particuliers? Tu sais, je sais pas, moi, l'Assemblée nationale, par exemple, qui est pas très ouverte, par exemple, à la flexibilité d'horaire ou à ce genre de choses-là. D'après moi, c'est surtout un manque de volonté parce que, évidemment, l'Assemblée nationale aurait les moyens d'accommoder davantage les députés parents. Puis là, on ne parle pas seulement des femmes, hein, c'est une situation qui concerne les hommes également. Un manque de volonté dans la mesure où là, présentement, oui, il y a une halte garderie, mais c'est une halte qui ouvre selon un horaire de bureau régulier. Donc, je crois que c'est quelque chose comme de 8 à 4. On sait que les députés doivent siéger souvent jusqu'à 10 h, 11 h, minuit, et même des fois jusqu'aux petites heures du matin. Donc, un service de garde qui ferme à 4 heures, ben, au final, c'est pas ça qui va venir changer les choses, là. Ça aidera pas du tout ceux qui ont des enfants à aller voir plus souvent. Ben, tout de suite en partant, tu sais, dans n'importe quel milieu de travail, tu mets le service de garde qui n'est pas ces mêmes heures que peuvent être le travail. C'est ça, tu sais. Ben, il y a quand Ouais, même beaucoup il y a pas de d'employés bureau, mais pour les députés, ça n'a autres que aucune les importance. députés, là, aussi, j'imagine, là. C'est tout le clerk
les clercs, le service d'entretien ou peu importe, là, il y a probablement beaucoup de monde Qui qui profiterait peuvent de ça. s'enquérir de ce service-là. Probablement que ça n'a pas été pensé justement en fonction de la députation parce on imagine des gens qui ont pas vraiment qui ont pas vraiment de besoin de s'occuper de leur famille. Traditionnellement, ça serait des hommes que ces charges-là seraient laissées à d'autres personnes. Là, mais tu sais, même ça aussi, c'est pas l'idéal. C'est assez genré comme attitude. Là. En fait, moi, je trouve que ça donne l'impression que vraiment nos institutions sont encore bâties en fonction d'un espèce de mode de vie que je qualifierais de traditionnel, tu sais, dans le sens que ça implique le travail gratuit d'une femme à la maison qui s'occupe de tout le reste. Puis ça, c'est pas nouveau, hein, tu sais, la capacité de ne rien faire, entre guillemets, ou disons plutôt de, comment je dirais, de ne pas avoir à s'occuper de certains aspects de la subsistance, c'est présent depuis toujours. Tu sais, même les Grecs disaient la raison pour laquelle on peut faire de la philosophie, c'est parce qu'on a des esclaves. Tu sais. Tu sais, les Romains Mhm. disaient aussi que la démocratie, c'était pas possible sans les esclaves. Le Sénat, puis ces choses-là, là, tu sais, toute la délibération, c'était pas possible sans les esclaves. Fait qu'à quelque part, on voit que tu sais, ces institutions-là, à un moment donné, ils n'ont pas nécessairement pris en compte ça. Tu sais. Aujourd'hui, tu sais, des femmes en politique, il y en a, puis des parents en politique, il y en a, parce que d'un côté, les femmes à qui on a traditionnellement demandé de s'occuper des enfants, ben, sont en politique, puis inversement, comme les rôles sont rendus plus flexibles, ou en tout cas qu'on essaye de les rendre plus flexibles, ben, il y a des hommes qui sont parents puis qui font de la politique. Tu sais. Fait que, Je pense qu'on prend pour acquis aussi que c'est à un certain âge peut-être qu'on va aller faire de la politique, à un âge où justement les enfants sont grands et donc on n'a pas nécessairement besoin d'accommodement pour pouvoir gérer la conciliation travail-famille. Euh, Quand on pense député, c'est rare qu'on pense à quelqu'un de 30 ans. Hein, c'est général, c'est beaucoup plus l'exception que la règle. Mais Et c'est est-ce que si on fait rentrer des femmes justement en politique, on va avoir un cortège de femmes, de députation qui va être beaucoup plus jeune en fait que le traditionnel, là? Présentement, non, parce que moi, ce que j'ai remarqué avec les femmes que j'ai rencontrées, c'est que beaucoup ont justement attendu que leurs enfants soient grands avant de se lancer en politique. Il y en a beaucoup qui ont été approchés là, plusieurs années avant de décider, je me présente aux élections, mais qui se sont dit, non, je peux pas, là, mes enfants ont 8 10 ans, je vais attendre un peu et quand ils vont être capables de s'occuper d'eux-mêmes, bien, à ce moment-là, je vais me lancer. Donc, oui, il y a beaucoup de femmes il y a beaucoup plus de femmes qu'avant, mais justement soit qui n'ont pas d'enfants, ça existe ça aussi, ou qui en ont déjà suffisamment âgés. Donc, pour elles, c'est pas un enjeu tant que ça. Là. Donc, finalement, les femmes qui ont vraiment un enjeu de conciliation travail-famille à l'Assemblée nationale, c'est vraiment une minorité. Apparemment, si on se fie au Parti républicain aux États-Unis, des femmes sans enfants en politique, c'est quelque chose de très préoccupant. Là. Surtout s'ils aiment les chats. Oui, c'est moins le cas ici, disons-le quand même. On va espérer qu'on est un peu plus sophistiqué que le Sénat romain aussi. ouais, non, mais moi, je pense on a souvent tendance à surestimer un peu comment qu'on est mieux que les autres. Tu sais, il peut y avoir des différences, mais au point de dire qu'on est mieux que les autres, des fois, c'est discutable. Souvent tendance à penser qu'on est moins ci, moins ça. J'avais déjà vu, ça date, je pense, c'était fin des années 90. C'était une recherche d'une firme qui était spécialisée dans la personnalité nationale. Puis il montrait que même s'il y avait des grosses différences, par exemple, dans les politiciens puis les idées politiques, monsieur, madame, tout le monde, ce qu'ils appelait la personnalité nationale dans cette recherche-là, ça varie très peu. Monsieur, madame, tout le monde, en France, en Turquie, en Hongrie, aux États-Unis, au Brésil, ils veulent pas mal toute la même affaire, tu sais, payer le facture à la fin du mois, manger. Là, la variation est, somme toute, très mince. Au niveau, tu sais. C'est c'est- Ouais, vas-y. c'est drôle parce que moi j'ai l'impression que des femmes plus jeunes en fait ont tendance à être plus visibles dans les médias ou quoi que ce soit. Là, si je pense à des députés dont on entend parler ou qu'on voit genre visiblement sont quand même sensiblement plus jeunes que les hommes là, en fait. Là. Peut-être que ça aussi c'est le résultat encore d'un biais. Ben, si tu me permets un segue pour ma prochaine question, même si c'était pas celle qui était tout de suite en ligne. Au niveau du traitement médiatique que j'ai vu qui était mentionné dans l'article, c'était quoi qui était mentionné? Écoute, moi j'ai lu le livre de Catherine Dorion, Les Têtes brûlées, même si bon, j'ai des objections face à ce qu'elle a écrit là-dedans. Il y a des affaires que
que je trouve ça très ordinaire, là. Mais au niveau de ce qu'elle a dit, des relations avec les médias, je trouvais ça préoccupant, là, tu sais, de dire que c'est quasiment tout ça qui compte. Je sais pas à quel point, tu sais, c'est présent, puis à quel point ça représente ce qu'elle a vécu, tu sais, le degré entre à quel point son expérience est généralisable, là, à tous les députés. Mais le traitement médiatique, tu sais, quand les femmes à qui tu as parlé, c'était quoi qu'ils mentionnaient? C'était-tu au niveau de, tu sais, qu'on les voyait pas assez, qu'on les voyait trop? C'était-tu la manière dont ils sont présentés? Tu sais, Catherine Dorion, elle semblait mentionner que c'était vraiment que tout était dirigé vers qu'est-ce que les médias vont en dire, qu'est-ce qu'on va répondre aux médias. Tu sais, il y avait un accent là, vraiment qu'elle a trouvé démesuré, on va dire ça comme ça. Oui, ben, une grosse source de frustration, c'est vraiment la volonté des partis politiques de contrôler le message. Ce qu'on appelle là, les fameuses lignes de com. Là. Donc, c'est ce que la direction des communications envoie aux députés le matin pour leur dire, dans le fond, voici ce que vous pensez sur tel enjeu. Si on vous pose une question là-dessus, c'est ça que vous allez répondre. Et donc, on veut tellement contrôler le message qu'au final, on ne permet pas aux députés de penser par eux-mêmes, par elles-mêmes. Et ça crée une frustration immense parce que ça donne l'impression au final, on est élu pour parler pour les citoyens, mais notre liberté de parole est moins grande que celle du citoyen ordinaire qui, lui, peut vraiment réfléchir sur les enjeux et parler en son nom personnel. Alors que là, on nous interdit carrément de dire autre chose que ce qui a été préparé par la direction des communications. Ensuite, pour les femmes plus particulièrement, il y a toujours la question de l'apparence. Hein. C'est un biais énorme encore aujourd'hui. On va parler beaucoup plus de l'apparence des femmes que de celle des hommes. Là, il y a plein d'exemples qui viennent à l'esprit. Les fameux souliers Louboutin de la ministre Duranceau, par exemple, dont on a beaucoup parlé, comme quoi c'était beaucoup trop dispendieux. Est-ce que quelqu'un a déjà parlé du prix des habits de M. Fitzgibbon, par exemple? Moi, j'en ai jamais entendu parler. Et ça a toujours été comme ça. La tenue vestimentaire de Pauline Marois versus celle de Jean Charest, ou juste la façon dont on en parle. Puis c'est-tu moi où il y a Les un femmes, aspect. évidemment. Excuse-moi de t'interrompre, mais c'est-tu moi où il y a un aspect traître dans le sens que, tu sais, il y a comme un espèce de souci qui peut être légitime en arrière dans le sens où on peut s'inquiéter, tu sais, de la richesse ostentatoire de nos députés, mais même si ce souci-là de la richesse ostentatoire est un souci réel, on va en parler puis on va soulever le point beaucoup plus souvent quand que c'est des femmes que quand que c'est des hommes. Oui, c'est vrai. Puis, disons que ça date, par exemple, de Pauline Marois. Là. On a beaucoup reproché sa richesse, son fameux château à l'île Bizarre, tandis que Jean Charest avait une maison au Westmount, et ça, on n'en parlait pas. Mais François Legault, même chose, une maison très luxueuse, on n'en parle pas non plus. C'est vrai que quand ce sont des femmes, on en parle beaucoup plus. Puis, ce qui est triste un peu quand même, c'est que souvent, ce sont les commentatrices qui ont le plus tendance à critiquer l'apparence et aussi la richesse que les femmes affichent. Les femmes sont beaucoup plus dures souvent avec les femmes. Mais je me rappelle aussi, ça peut être l'inverse parce qu'il y en a une qui avait eu le malheur de se présenter en coton ouaté ou en pull de laine, je me rappelle plus, ça faisait trop ordinaire, puis ça faisait trop pauvre, là, ou je sais pas. Puis elle avait été autant critiquée, ça avait autant fait. C'était Catherine Dorion. C'était Catherine Dorion, je me Mhm. ah ben, tiens. Ouais, non, c'est sérieux, comme je dis, moi, son livre, il y a des bouts que ça m'a fait grincer des dents, mais au niveau de, tu sais, par exemple, je me rappelle de la controverse qu'il y avait eu face à son apparence à l'Assemblée nationale. À un moment donné, là, j'avais le goût de dire, OK, fait que si elle s'habille en coton ouaté, c'est pas correct. Puis là, l'autre, après, elle veut, je sais pas comment décrire son look, là, mais je vais dire un veston, une jupe, tu sais, avec des souliers que je qualifierais de. Tu sais, c'est ce qu'ils appellent, voyons, comment ils disent ça en anglais, le Oui, ou ça va être trop business féminin, pas assez féminin. Ouais, c'est ça, business appropriate. Puis là, soudainement, c'était pas assez féminin, c'était pas assez ci, c'était pas assez ça. Tu sais, Mhm. fait que c'est quoi, faut que tu sois un homme en complet, puis si t'es pas en complet, c'est Ben, je veux dire, si c'est jamais correct, genre, le c'est ça. problème, c'est pas nécessairement l'habillement, c'est Non, peut-être juste le fait que c'est une femme là, qui c'est sont ça. pas, ils se sont pas fait à l'idée encore, là. Oui, Mais non, mais pour en revenir au point, c'est ça. Quelle partie de ça, d'après toi, que c'est juste la façon que ça fonctionne en politique?
on assume depuis plus longtemps, ils se sont comme habitués, puis ils s'en font pas avec ça. Tandis que des personnes qui arrivent, qui sont là depuis moins longtemps, qui arrivent en politique, peut-être qu'ils sont un peu plus idéalistes par rapport au jeu politique, comment ça se passe, là. Ben, il faut dire que présentement, on a vraiment un écosystème médiatique là, qui lutte pour sa survie. La crise des médias, c'est toujours d'actualité. Ça fait plusieurs années que c'est d'actualité. Donc, les médias sont vraiment à la recherche d'une raison d'exister, d'une façon d'exister. Donc, tout ce qui va sortir le moindrement du moule, forcément, les journalistes, les médias, les commentateurs vont sauter là-dessus et vont mettre la caméra sur euh, tout ce qui détonne un tout petit peu. On va beaucoup plus parler, par exemple, des cotons ouatés de Catherine Dorion que du projet de loi pour empêcher d'exproprier des personnes âgées de leur logement. Parce que ça ne fait pas réagir, malheureusement. Donc, quand on parle du contenu du contrôle du message, ben, on revient là-dessus aussi. On ne veut surtout pas qu'un député s'habille différemment au risque de faire parler de lui, qu'on en vient à parler de ça, alors que ce qui était prévu aujourd'hui, c'est qu'on parle d'autre chose, de la position du parti sur tel ou tel sujet. On avait vraiment, là, on a un temps limité pour discuter d'un sujet dans une journée. Et s'il y a un imprévu, ben, malheureusement, tout l'agenda tombe à l'eau. Ouais, c'est sûr que c'est ça. La fois qu'elle s'est pointée à l'Assemblée en coton ouaté, elle avait peut-être de quoi d'intéressant à dire, mais que ça l'aurait passé justement en dessous du tapis à cause que tout le monde parlait de sa parure à la place, là. La- Écoute, je te demande peut-être de faire une prédiction sur quelque chose que tu n'as pas vu. Mais dans quelle mesure tu penses que c'est ce que les gens voient versus ce que les médias pensent que les gens vont voir? Tu sais, mettons, on reprend l'exemple du coton ouaté de Catherine Dorion. Elle se présente, elle dit au micro ce qu'elle a à dire là, dans le moment sur, par exemple, le projet de loi de l'heure. Puis on voit tout son coton ouaté. On le voit tout, toutes nous autres dans notre salon, puis tout ça. Est-ce qu'on en ferait vraiment un cas si les médias ne mettraient pas l'accent là-dessus? Tu sais, dans quelle mesure c'est créer versus demander? Tu sais? C'est un peu moins évident à voir maintenant, mais à l'époque où, par exemple, on avait les nouvelles sur Facebook, on avait une très bonne idée de ça. Que ce soit TVA Nouvelles, la presse, le Devoir, on présente un article pour dire on veut moderniser la loi pour empêcher justement l'expulsion des locataires de 70 ans et plus. Et là, on voit 13 likes, 2 commentaires, un partage. Après ça, Catherine Dorion se présente avec un coton ouaté au Salon Bleu. 8000 réactions, 519 commentaires, 713 partages. Donc, le média nous présente les deux nouvelles de la même façon. Là, il n'y en a pas un auquel on a le plus d'attention, mais celui qui va retenir le plus d'attention, c'est Catherine Dorion. Après, évidemment, il y a la problématique du fait qu'on doit remplir une journée avec des nouvelles et que souvent, on n'a pas assez de nouvelles. Parce qu'il n'y a pas juste l'information dans les médias, évidemment. Il y a tout le commentariat qui va autour qu'on utilise pour faire du temps. Ce qui fait qu'une anecdote qui peut être extrêmement banale à la base, parce qu'on va en parler pendant 1 heure dans le panel, et qu'après ça, il va y avoir une chronique le lendemain, puis là, une chronique qui va répondre à la chronique, et ainsi de suite. C'est ça qui fait qu'au final, on donne une importance vraiment démesurée à quelque chose qui n'a aucune importance en réalité. Aïe, aïe, moi, ce qui me frappe dans ce que tu viens de dire là, écoute, récemment, je lisais, je parlais vendredi d'un livre que j'ai commencé à lire de la journaliste, excuse-moi, j'ai un blanc sur le nom, Toula Drimonis, j'avais un blanc sur son nom de famille. C'est un livre sur l'immigration, puis par rapport à toute la panique relative à l'immigration puis aux accommodements raisonnables, c'est l'exacte même conclusion de la commission Bouchard-Taylor. Il n'y a pas de problème, tu sais, au niveau des pratiques d'accommodation au Québec. Il y en a un sur la perception, par exemple. Il y a la perception d'une menace parce que, à force de commentateurs et de gens qui en parlent, l'importance devient démesurée par rapport au problème réel qui est en tour. Tu sais, c'est plutôt Mais frappant. encore là, Oui, la perception elle peut peut-être arriver en aval du battage médiatique, qui est fait justement en assumant qu'il va y avoir une perception de ça, puis que ça va faire
C'est ça l'affaire. On dirait que c'est tu sais, c'est l'affaire, c'est comme la perception de qu'est-ce qui va déranger les gens. Tu sais. Il y a peut-être des gens qui pensent que le coton ouaté, ça va accrocher bien du monde, quand dans le fond, ça accrochera peut-être personne. Tu sais, Ben, en tout cas, personne moi, va je m'en leur. rappelle que ça a parlé pas mal, là, que je Oui, m'en souviens. oui, mais ça a parlé avant la sortie dans les médias ou après, c'est ça la question. Mm. Tu sais, que, comme Alexandre disait il y a 2 minutes, euh, tu sais, quand il y avait Facebook, on pouvait voir les réactions, on pouvait, tu sais, on pouvait. Il y avait c'était plus facile, de me semble, de quantifier ça que là, présentement. Mhm. Là. Là, Mais c'est ça, présent. l'article en question, ça l'a-tu, genre, ou cette recherche-là, ça l'attire-tu de l'intérêt, genre, justement, des médias, ou vu que ça parle des médias, ils aiment pas, ils veulent pas trop en parler, ou... Ah non, il y a un intérêt réel, sans surprise. C'est beaucoup plus des journalistes femmes qui m'ont approché avec ça et qui veulent en parler, qui me disent qu'elles s'intéressent beaucoup, que quand l'essai va être publié, qu'elles veulent que je leur envoie une copie de presse pour qu'elles puissent en parler. Il y a quand même beaucoup d'émissions de commentaires politiques qui en ont discuté, soit la journée même, soit le lendemain. Donc oui, il y a vraiment un intérêt très grand. Mais je me rends compte aussi à quel point ça va être difficile de contrôler mon message à moi. C'est-à-dire que je me rends compte, moi je ne suis pas politicien, hein, je ne suis pas journaliste ni rien, mais là je me rends compte à quel point on peut facilement me faire dire des choses que je n'ai pas dites, Hum, on peut m'imputer des motifs qui ne sont pas les miens, on va Mhm. chercher des failles, alors que moi tout ce que j'ai fait c'est donner une entrevue de 10 minutes qui a donné un texte de 600 mots dans lequel je suis 2 paragraphes, et malgré ça, hey, on m'en fait dire des choses. Donc, il faut que je me prépare là, vraiment à être blindé là, quand je vais en discuter plus avant. Ouais, ouais, c'est un bon point. Je veux dire, tout le monde va tirer un peu, justement, essayer de politiser la patente quand que c'est pas nécessairement le but de l'intervention, là, tu sais. Une des personnes qui était dans l'article, justement, Claire Sanson, là, elle est très, mettons, elle a été comme pas mal attaquée dans les médias parce qu'elle était partie de la CAQ vers le parti ONI des conservateurs du Québec. Puis, tu sais, c'est une personne, c'est quand même une personne de droite, là. Puis, dans ce cas-là, quand même, justement, son avis, genre, a pas été respecté, peut-être en partie, justement, à cause de ce biais-là, du fait qu'il était parti vers le parti des complotistes, on va dire, genre. Mais son argument elle se sentait comme une plante verte dans le parti, dans la CAQ, ou peut-être même avant ça, genre. Peut-être qu'on aurait dû l'écouter plus, justement, même si c'est une personne qui était partie vers un parti de plus de droite, là. Puis même à ça, tu sais, je veux dire, moi, je remarque là, que les problèmes qui sont mentionnés semblent se rejoindre, peu importe la position des dites femmes sur l'échiquier politique. Là. Ça semble pas être un problème qui est partisan. Là. Ça semble être un problème qui est politique à grandeur de la classe politique. Là. C'est pas, il peut peut-être avoir des partis qui sont plus touchés que d'autres ou whatever quoi, mais au-delà de subtiles différences, c'est c'est pas significatif, là, de ce que j'ai Sans compris. vouloir tirer la couverte, est-ce Ouais. qu'il y a des partis qui étaient plus touchés que d'autres? Ben, ouais. Forcément, en ce moment, il y a un parti qui compte 86 députés, donc Mhm. forcément, il est plus touché que celui qui en a 4. Puis, moi d'ailleurs, celui qui en a 4 n'a pas de femme, donc c'est pas mon exemple. C'est des bonnes Mais statistiques, ça. oui, puis si on veut y aller vraiment dans le factuel, sur les 4 partis politiques qu'on a en ce moment, il y en a un qui a été dirigé qui a jamais été dirigé par une femme. Et ça aussi, ça parle, disons-le. La place des femmes à la coalition Avenir Québec, c'est pas la même que dans les autres partis. L'entourage du premier ministre, c'est exclusivement masculin. Son cercle rapproché au Conseil des ministres, c'est exclusivement masculin là aussi. Ben, je veux dire, même le parti, mettons, la CAQ, on pourrait dire que c'est un peu genre un one-man show en partant, puis ça donne que c'est un one-man show. C'est pas un one-woman show, là, tu sais. Fait que peut-être que juste, il y a d'autres personnes que les femmes dans ce parti-là qui se sentent un peu mis de côté comparé à genre François Legault puis ses bonzes, là, mettons. Là. Ça. Ah, Puis, ça, j'en suis sûr. Je suis certain qu'il y a beaucoup d'hommes qui sont députés d'arrière-ban et qui, eux aussi, ont l'impression de ne pas servir à grand-chose présentement. ouais, Mais je pense que la différence se situe plutôt, genre, avec une certaine variance d'un parti à l'autre, les chances qu'une femme se ramasse députée d'arrière-ban versus, tu sais, probablement moins de chances d'être à l'avant-plan à la CAQ que chez les libéraux ou que chez, tu sais. Puis je sais, t'as-tu vu des. Ça m'amène à ma prochaine question.
T'as-tu vu je sais pas si c'est pris en compte dans ta recherche, t'as-tu vu une différence intersectionnelle quelconque? Dans le sens que je lisais récemment à quel point, tu sais, dans le cas où ce que tu as, par exemple, une personne qui est à l'intersection de deux formes d'oppression, l'exemple que j'ai lu récemment, c'était Dominique Anglade, tu sais, le traitement particulièrement, je vais dire, méprisant qui a pu y être accordé. Moi, en tout cas, j'ai trouvé ça. En particulier aux dernières élections, j'ai pas trop aimé comment le monde ont parlé de Dominique Anglade. Tu sais, c'est comme si, justement, comme s'il était une plante verte, une espèce de chef sans importance qui était juste là en attendant qu'il se trouve mieux. Tu sais. Je trouve ça. Ça m'a semblé accru, même par rapport à, comparons Pauline Marois, Françoise David, n'importe quelle autre femme qui a pu être à la direction d'un des autres partis. Là, ça me semblait plutôt. Je veux dire, Oui, ben, c'est certain que plus on est dans des groupes, dans des groupes minoritaires, plus la parole de l'opposition va être décomplexée. Là, quand je parle d'opposition, je ne parle pas de l'opposition en forme de ouais. parti, mais simplement des personnes qui sont contre une personne. Je pense entre autres à Rita DeSantis, euh, pendant ses campagnes électorales, qui se faisait toujours inscrire des choses du genre mafia sur ses pancartes électorales, parce qu'elle était italienne en plus d'être une femme, donc minorité culturelle, minorité linguistique, même si ce n'est pas le groupe le plus marginalisé historiquement, il reste qu'elle faisait face à cette opposition-là en plus d'être une femme. Donc oui, le côté intersectionnalité, mais en même temps, je dirais que ce n'est pas c'est pas la plus grande difficulté qu'elles peuvent avoir à vivre, dans la mesure où elles seraient prêtes à vivre avec ça si elles avaient l'impression vraiment que ça servait à quelque chose. Une difficulté supplémentaire, c'est un vrai problème, c'est un problème qu'il faut adresser, mais disons-le, ce n'est pas la principale raison qui fait qu'une personne est prête à quitter. Parce que quand on est rendu à se lancer en politique, on sait un peu ce que c'est de vivre avec cette distinction, si je peux m'exprimer comme ça. Et on est prêt à la vivre du moment où on a l'impression qu'on a quelque chose à apporter et qu'être en politique, ça nous donne les moyens dont on a besoin. C'est vraiment quand une femme se rend compte que, en fin de compte, elle endure ça pour rien, parce que ça ne change rien qu'elle soit là à la place de quelqu'un d'autre. Donc, c'est là qu'elle va décider de partir. OK, ouais, non, c'est vraiment le sentiment d'inutilité est vraiment là, central en termes, tu sais, si on le compare à toutes les autres, là, si je comprends bien, là, Ouais, d'être il y avait. interchangeable. Là. Non passerà, Ah, non passerà. un autre follower, merci à qui de Ah, droit. ouais. Merci beaucoup. Ouais, c'est ça, c'était évoqué dans l'article aussi, en quelque part, qu'il y avait un espèce de sentiment d'interchangeabilité, genre, que ça pourrait, genre, que c'est pas important, genre, l'important, c'est qu'il soit une femme pour remplir le critère de parité, puis pour bien paraître dans les médias, puis après ça, de connaître le dossier ou pas, d'être à l'aise avec la question, c'était comme secondaire, là. Oui, puis je pense que toutes les difficultés qu'elles vivent, au final, sont subordonnées un peu à celles-là. On parlait tout à l'heure de la conciliation travail-famille. J'ai rencontré Émilie Desartérien, qui était députée de Rouyn-Noranda, donc qui, elle, devait prendre l'avion chaque semaine pour se rendre à Québec. Et donc, qui devait évidemment quitter son enfant pour aller travailler. Et ce qu'elle me disait, c'est que c'est une chose de dire je vais quitter mon enfant pour la semaine, je ne le verrai pas du tout, mais ça vaut la peine parce que je m'en vais travailler à l'Assemblée nationale puis m'en vais changer les choses. C'en est une autre de se dire je vais quitter mon enfant pour la semaine, je ne le verrai pas du tout, puis je m'en vais là pour me lever quand on me dit de le faire, pour faire acte de présence, aider à remplir le quorum, lire des questions qu'on va me donner, voter comme on me dit de le faire sur des projets de loi que je n'ai même pas eu le temps de lire, qu'on ne me demande pas de lire parce que ça n'a pas d'importance que j'ai une opinion là-dessus. Donc, c'est là que vient vraiment la frustration. C'était-tu, parce que, tu sais, c'était pas tes mots, là, tu sais, comme tu dis, des fois, on peut te faire dire un peu pas n'importe quoi, mais tu sais, dans l'article de Véronique Prince, il mentionnait le sexisme. C'était-tu par rapport à ça que tu sais, que c'était mentionné? Parce que, tu sais, pour moi, ça, c'est pas juste, tu sais, le fait d'être un député pancarte ou d'avoir l'impression de servir à rien. Ça naît du sexisme, là, tu sais, c'est le fait que, tu sais, si les femmes ont l'impression qu'ils sont encore plus, ben, c'est du sexisme, tu sais. C'était
C'était quoi le sexisme qui était mentionné, là, tu sais, dans le sens que c'est-tu les. Je sais pas, moi, il y a des commentaires de d'autres députés, les règles à l'Assemblée nationale sont sexistes parce que X, Y, Z. C'était quoi qui était. Les points en particulier? C'est vrai que, il y a deux aspects principaux à ça. Le premier, c'est la difficulté de faire valoir ses compétences, ses connaissances, son expertise. Quand vient le temps, par exemple, de nommer le Conseil des ministres, on a une femme qui est professeure en sciences de l'éducation, qui a vraiment passé sa vie à travailler là-dessus, donc une belle expertise sur le dossier. Puis de l'autre côté, on a un ancien professeur de secondaire. Et bon, on choisit l'ancien professeur de secondaire parce que lui est impliqué dans le parti depuis longtemps, puis c'est un bon ami du premier ministre, et puis il a beaucoup aidé à faire développer le parti. Donc, au final, on a des femmes surqualifiées qui seraient parfaites pour occuper des fonctions importantes et on leur donne pas l'occasion d'utiliser leurs compétences. Je pense que c'est mentionné dans l'article. Par exemple, on va nommer quelqu'un qui a, prenons le même exemple, une formation en éducation, puis on lui dit, tu vas présider la commission des finances. Ça, c'est une belle occasion où on a l'impression justement d'être interchangeable, que ça n'a aucune importance si on a une connaissance du dossier qu'on nous donne ou pas. Et l'autre aspect, c'est le sexisme qu'on pourrait appeler le sexisme ordinaire. Donc là, ça a vraiment un rapport avec la façon dont on est traité dans le quotidien. Les femmes qui doivent évidemment endurer les fameuses jokes de mon oncle, la condescendance, hein, écoutez ma petite madame, et ce genre de discours-là. Des fois, c'est les contacts physiques, c'est on, on force un peu le baiser sur la joue, puis on se rapproche même un petit peu de la bouche. On est très chaleureux, on met les mains un petit peu partout, on entre dans la bulle de la personne. Ça, c'est des choses, c'est le sexisme ordinaire. Ça, on pourrait dire que c'est beaucoup plus courant chez les femmes les plus jeunes. Celles de 60-70 ans ont moins à vivre ça. Mais celles qui sont dans la quarantaine ont à vivre ça quotidiennement, soit avec les collègues députés, avec les journalistes, avec les maires des municipalités de leur comté, et ainsi de suite. Aïe, aïe, ça en dit tellement long sur notre société quand Est-ce que même à ça semble l'Assemblée être une grosse nationale. partie de l'annonce par rapport au travail? Excuse, on a parlé en même temps. Vas-y, Gab. Hello? Gab, je sais C'est ça, pas. je me demandais si c'était une grosse proportion, en fait, de leur de grievance par rapport à leur travail, là, justement, le genre de sexisme ordinaire. Attends, on semble avoir un problème de son. Je me suis reconnecté, c'est mieux. Ça se peut, mais là, c'est Alexandre que j'entendais pas. Alexandre, est-ce que tu peux parler, voir si je t'entends bien? Là, tu m'entends? Tu coupes un peu. Ouais, c'est Ouais, ça. ben, Ok, c'est bon. Alexandre, là, je t'entends bien. Ok. OK. vous Ça se m'entendez? peut qu'il y ait des problèmes de mon côté aussi, là. Ok. En tout cas, si je suis pas là, ben, tu continueras. Ouais, Parce que ouais. des fois, mon Internet, il y a de la misère à Ouais. suivre à cette heure-là en particulier. Fait que, ouais, Ouais, c'est ça. ouais. Ben, pour en revenir à la conversation, moi, je me demandais justement le sexisme ordinaire, si c'était une grosse partie là, dans l'enquête que tu as faite, là, dans les entrevues que tu as faites, c'était une grosse partie de leur grievance là, par rapport au travail. Ça aussi, ça non plus, malheureusement, ben, je dis malheureusement, ça l'est pas vraiment dans la mesure où c'est triste à dire, mais c'est quelque chose qu'on va retrouver dans la plupart des milieux. C'est pas exclusif au milieu politique. C'est quelque chose qu'elles vivaient déjà dans leur ancienne carrière, qu'elles vont probablement vivre dans la prochaine aussi. Donc, non, ça n'a pas été un facteur déterminant. C'est présent, c'est pesant, mais c'est pas ça qui pèse dans la balance. C'est pas plus ou pas moins que dans le reste des activités, même si on parle de quelque chose qui devrait être plus distingué, puis peut-être plus au courant de c'est quoi, justement, les normes, puis la charte, puis toute l'équipe. Ben, c'est ça, je me dis, moi, c'est ça qui me Oui, frappe. Tu sais, c'est. on pourrait s'attendre à ce que le maire de la municipalité, par exemple, soit bien au courant de ce qui se fait et de ce qui se fait pas. Mais non, c'est pas le cas. Ça peut venir vraiment de n'importe qui, le sexisme ordinaire.
Ouais. Non, ouais, puis je pense qu'on le voit là, tu sais, c'est comme, de dire, tu sais, il peut y avoir des milieux qui ont besoin de plus de sensibilisation pour X raisons, mais la politique, tu sais, je veux dire, c'est là que les lois qui protègent ça ont été discutées, tu sais. Je veux dire, à quelque part, quand ils en discutent, ils réfléchissent dessus. Moi, c'est quelque chose qui me trouble, ça, tu sais, que même dans le lieu où, tu sais, les règlements qui cautionnent ça, puis c'est même pas appliqué, puis c'est comme quoi le fameux «c'est comme ça qu'on marche», tu sais. En tout cas, ben, je parle juste de mon expérience, personnelle, tu sais, mais bien souvent, entre ce qui est légalement tenu de faire des fois, puis la manière dont on procède habituellement. Tu sais, j'ai vu des institutions procéder, tu sais, moi, dans mon cas, des écoles, procéder de manière, tu sais, de dire, ben, tu sais, c'est plus ou moins légal, là, c'est pas carrément illégal ou, tu sais, c'est pas, ça va pas directement à l'encontre de la loi, mais, tu sais, ça tourne les coins ronds, tu sais, puis l'habitude, des fois, l'emporte sur, tu sais, ce qui devrait d'être, puis que ce qui se fait ou ce qui se fait pas, tu sais, comme tu disais tantôt, comme si je sais pas, une espèce d'envie de pas changer ses manières de faire parce que, tu sais, c'est comme ça qu'on fait de la politique, tu sais, je sais pas. Ben, tu sais, c'est C'est comme ma meule elle a dit, là, c'est Ben oui, décidé par des ben oui, messieurs, c'est tout ça, décidé là. par des messieurs, ben oui, Fait que clairement. peut-être qu'ils se laissent un peu de place pour justement se garder leur petit sexisme ordinaire, tu sais. Parce que, genre, la nouvelle règle d'ordre, genre, c'est la parité, là, c'est d'avoir des femmes. Mais, genre, après ça, ils veulent-tu changer, genre, en dessous, les mécanismes pour que ça serve à quelque chose d'avoir des femmes, là, ça, c'est une autre question. Tu sais, on peut faire le même lien avec l'académie, tu sais, ils ont commencé à faire rentrer des femmes puis des personnes des minorités dans l'académie, puis tout ça, c'est bien beau puis bien le fun jusqu'à temps qu'ils commencent à faire des recherches puis à sortir des papiers Mmh, qui vont peut-être à l'encontre de l'ordre établi. Ben là, mmh, là, tout d'un coup, leur parole est comme mis en doute, la validité de leur présence est mise en doute. Là, tu sais, aux États-Unis, il y a un gros backlash contre le DEI, là, des règles d'inclusivité, là, un peu un équivalent de genre justement la parité ici. Euh, qui est comme recherché là, par les partis politiques, là. Peut-être qu'on pourrait s'attendre à ce qu'il y ait un backlash aussi, justement. Tu sais, ils vont voir qu'il n'y a rien qui change parce qu'ils se pointent là, puis ça peut rien changer, mais là, peut-être qu'ils vont dire, ben là, ça ne change rien d'avoir des femmes en politique, on devrait juste parler d'autres choses, puis là, revenir en arrière. Ben, écoute, moi, c'est ça qui me frappait, tu sais, dans ta recherche, Alexandre, c'est que, tu sais, il y a pas d'interdiction, pour les femmes d'aller en politique ou peu importe quoi, là, tu sais. Je veux dire, même, ils ont dit le contraire puis tout ça. Mais on fait rien pour qu'il y en ait, tu sais. On met des barrières, on met, tu sais. Puis je lisais récemment, tu peux le voir dans la description de notre channel, on est très axé neurodivergence. Puis j'ai lu un livre récemment, c'était tout, tu sais, des chercheurs ou des acteurs dans le milieu, tu sais, mettons des professeurs. C'est un livre qui s'appelle The Neurodiversity Reader. Puis je dirais que c'est un manuel scolaire, tu sais, niveau universitaire, là. Tu sais, si j'avais à donner un cours de bac sur la neurodivergence, c'est probablement ce livre-là que je suggérerais. Tu sais, c'est bien couvert par des gens qui savent ce qu'ils disent, tu sais, du chercheur tu sais, à l'intervenant. Puis, il est même édité par un des plus grands chercheurs qui est lui-même autiste au monde, qui est le docteur Damien Milton. C'est un sociologue britannique qui a modélisé le Double Empathy Problem. Tu sais, on parle d'une publication dans laquelle, pour n'importe qui est un chercheur autiste, là, ça devrait être safe de publier, là. Tu sais, il y a d'autres chercheurs autistes. Il y a une trentaine d'auteurs dans ce livre-là. Puis de tous les auteurs, puis il y a beaucoup de chercheurs autistes qui sont pas publics sur la chose parce qu'il peut y avoir un backlash, il peut y avoir de la discrimination. Puis de tous les auteurs qui sont censurés dans ce livre-là, là, malgré que ce serait probablement le space le plus safe pour publier, c'est la personne qui est une féministe autiste, qu'on devine de par la manière dont elle écrit que c'est une femme. Et le sujet de ce chapitre-là, c'est les considérations féministes spécifiques aux autistes. C'est la seule personne qui a senti le besoin de protéger soit sa carrière, sa famille, etc., en étant anonyme de tout le livre, sur une trentaine d'auteurs. Ça en dit long. Je serais curieux de comparer avec d'autres milieux aussi, tu sais, mettons même des milieux, je vais dire, tu sais, comme par exemple le milieu universitaire, tu sais, comparer le milieu de la politique avec, tu sais, le choix des femmes d'entreprendre des études universitaires ou pas, puis l'attitude un coup dans le milieu,
Je serais intéressé de faire je serais curieux de voir une comparaison. En même temps, il ne faut pas tomber dans le piège non plus de présenter ça toujours comme une question de homme versus femme, parce que, bon, des hommes alliés, il y en a, puis des femmes antiféministes, ça existe aussi. Et c'est quelque chose qui m'a particulièrement choqué quand j'ai fait mes entrevues. Euh, c'est de voir à quel point des causes qu'on pourrait penser que toutes les femmes seraient du même avis là-dessus. Là. Par exemple, la lutte contre les agressions sexuelles, il me semble que ça devrait être quelque chose qui rejoindrait toutes les femmes. Et là, je parle à quelques-unes qui me racontent des cas qu'elles ont vus, euh, vraiment des situations que moi j'identifierais là, comme des agressions. Là. C'est attraper une femme par la taille pendant un party, puis la traîner quasiment de force pour qu'elle s'assoie sur mes genoux. Euh, puis là, c'est la femme qui me raconte ça. Elle me dit: Ah oui, mais en même temps, cette fille-là, elle courait après un peu. Là, tu sais, elle faisait toujours son agace là, avec des jupes courtes. Là, puis qu'est-ce que je suis en train d'entendre là? Ça, c'est le genre de discours que je m'attends à entendre d'un vieux monsieur de 60 ans, là, pas d'une femme de 40. Donc, c'est juste pour dire les obstacles au changement. Malheureusement, il y en a des deux côtés. Ben, Ouais, c'est ça. Ben, quelle proportion? Genre, ça avait-tu l'air, d'après ce que tu as entendu, genre, ça avait-tu l'air d'être plus un genre de biais assumé, genre de vieux sexistes qui sont sexistes pour le fun d'eux, ou des trucs justement plus internalisés, puis genre, des relations de pouvoir comme un peu sédentarisées, pas sédimentées, genre, ou, C'est très internalisé, oui, je dirais. Euh, Surtout les femmes qui sont arrivées en politique il y a quand même longtemps, qui ont été dans les premières, dans le fond. Souvent, elles ont été les premières aussi à investir leur domaine, par exemple le domaine des banques, le domaine du droit, le domaine. Et elles ont eu à se battre pour faire leur place. Et elles en sortent avec une espèce de mentalité de si moi j'ai réussi à le faire, tout le monde peut le faire. Il y a pas d'obstacle systémique contre les femmes. La preuve, c'est que moi, j'ai réussi. Et l'idée qu'on puisse nommer une femme parce qu'elle est une femme, qu'on puisse vraiment un peu faire un chemin plus facile pour la jeune génération, ça semble vraiment inconcevable pour les femmes de cette génération-là. ça, c'est quelque chose que moi, j'ai souvent mis de l'accent quand je parlais de discrimination. Tu sais, même que j'ai déjà eu tu sais, à faire des plaintes à la Commission des droits de la personne, à m'ostiner avec des directions scolaires. Puis souvent, là, ce qui revenait, c'est qu'on a tellement avancé l'idée que tout ce qui était, que ce soit discrimination, racisme, sexisme, peu importe l'axe discriminatoire qu'on parle, que c'est une affaire de préjugés, que les gens, tu sais, ils ont des préjugés sur les gens, que, tu sais, ou tu sais, qui sont méchants, ou whatever quoi. Non, non. On le répète souvent ici, on dit souvent qu'on est raciste parce qu'on vit dans une société qui l'est. Tu sais, le- la discrimination, c'est quelque chose que on va, par exemple, c'est un règlement, c'est la manière dont on organise les choses, les institutions, la société, qui va désavantager certains groupes plutôt que d'autres, ou qui peut être axé sur les besoins d'un seul et unique groupe. Puis j'ai comme l'impression que, tu sais, voyons, j'ai un blanc, j'ai perdu si je voulais m'en aller avec ça. En tout cas, je pourrais remplir ça en disant que régler les problèmes systémiques, c'est beaucoup plus compliqué puis beaucoup plus difficile que de juste régler les attitudes Oui, superficielles de certaines personnes Mais tu sais, même ça, apparemment, c'est encore un problème là, de se retenir de justement là, genre les agressions physiques comme ce que tu viens de nous raconter, puis des affaires de même, ça devrait être comme de base, là, mais ça montre à quel point qu'on est loin justement de régler les problèmes systémiques juste en plaçant des femmes en politique puis en les écoutant pas, genre pour un principe de parité qui est aussi superficiel. ben, c'était pas ça que je voulais dire, mais tu me permets un segue intéressant. C'est applicable à n'importe quel groupe. C'est la psychologue Nick Walker c'est la personne qui a inventé le concept de queering as a verb, là, qui mentionnait ça pour les autistes, mais c'est valable pour n'importe quel groupe. Ce qu'on appelle tu sais, de la inspiration porn, là, tu sais, le fait de placer quelqu'un pour montrer tu sais, qu'on est inclusif, qu'on est beau, qu'on est fin. Un truc pour le voir, c'est justement de regarder ce qui a été fait là avec que tu as mentionné dans ta recherche, c'est le fait qu'ils sont interchangeables, qu'ils sont placés dans des endroits où ce c'est pas leur champ de compétences. Elle disait, regardez où ce qu'ils mettent un autiste
pour le simple fait de mettre un autiste, au lieu d'en mettre un qui a les qualifications requises pour ce qui est, tu sais, pour ce qui est à faire, parce qu'il y en a, tu sais, c'est un peu la même chose là avec les femmes. Tu sais. Comme tu disais tantôt, il y avait une femme qui avait étudié en sciences de l'éducation, puis ils ont mis le professeur de secondaire parce que, tu sais, c'était- parce que lui, il était tu sais, plus impliqué dans le parti. Puis ça, c'est déjà biaisé parce que tu sais, si les hommes sont moins discriminés depuis moins longtemps, ils vont nécessairement s'être impliqués. Il va y avoir plus d'hommes qui vont s'être plus impliqués dans le parti depuis plus longtemps. Donc, Ouais, c'est ça. Ça, comme c'est si la partisanerie comptait plus que c'est la de la compétence. reproduction de pouvoir qui est sédimentée, comme que j'essayais d'expliquer Oui, tantôt. j'aimerais enchaîner là-dessus parce que une des réactions que j'ai le plus eues suite aux articles qui ont été publiés, c'était oui, mais les hommes. Vous parlez des femmes plantes vertes, mais est-ce qu'il n'y a pas des hommes plantes vertes aussi? Pourquoi est-ce que ça serait plus une problématique qui touche les femmes que les hommes? Et moi, ce que je constate, en rencontrant les femmes, mais aussi en suivant la politique en général, c'est que les hommes vont avoir tendance à s'impliquer beaucoup plus jeunes en politique, des hommes qui décident de faire carrière en politique, qui vont commencer à s'impliquer dans leur circonscription locale, qui vont siéger sur l'association des jeunes du parti, qui vont devenir attachés de politique, attachés de presse, qui vont peut-être aller travailler dans un cabinet de ministre, éventuellement vont se présenter. Et donc, quand ils sont élus, ils connaissent très bien la machine, premièrement, ils savent comment ça fonctionne. Puis deuxièmement, euh, ils sont bien rodés là, aux discussions de corridor. Ils savent qui aller chercher pour obtenir quelque chose, ils savent comment l'avoir. Alors que les femmes, souvent, le début de leur implication politique, ça va être de se présenter aux élections. Donc, elles, quand elles arrivent à l'Assemblée nationale, elles se retrouvent dans un milieu qu'elles ne connaissent pas. Elles ne sont pas rodées à la politique, elles ne savent pas comment fonctionne le milieu. Ce qui fait que d'un côté, on a des hommes qui sont déjà très liés les uns aux autres, et de l'autre côté, des femmes qui ne se connaissent pas encore, qui n'ont pas encore de contact. Et donc, c'est pour ça que la désillusion est beaucoup plus grande chez les femmes que chez les hommes. Mamol qui dit c'est un immense avantage d'être dans le boy club en Mhm. partant. Ouais, mais c'est ça, cette espèce de substrat-là, genre d'activité politique avant d'être en politique, est-ce que ça donne l'impression que c'est quelque chose qui est gatekeepé ou c'est quelque chose que les femmes essaient juste pas de faire avant de rentrer en politique? C'est quelque chose que les femmes essaient moins de faire pour plein de raisons. Premièrement, les obligations familiales qui font qu'on a moins de temps pour faire sa place. Ensuite de ça, il y a aussi le fait que les associations politiques, très souvent, là-dedans aussi, il y a des cliques. Là, et souvent, c'est des cliques masculines qui dominent et donc qui font très peu de place aux femmes pour qu'elles fassent leur marque. Donc, les femmes ont moins l'occasion de s'illustrer et peut-être, comme pour la politique parlementaire, justement, décident de quitter plus rapidement. Bon, mais c'est ça, ces clubs-là d'action politique, eux autres, ils n'ont pas nécessairement de principe de parité à respecter. Fait que peut-être, c'est ça, si c'est un boys club, justement, à l'entrée, puis que ça les avantagera pas de se faire élire puis de se faire valider comme ça s'ils font pas partie du club quand ils arrivent à l'Assemblée puis que ça marche encore comme ça. Ça, où on va aller chercher des femmes, oui, pour paraître. Donc, on va aller chercher quelqu'un parce que ça prend des femmes pour avoir l'air justement égalitaire. Mais une fois qu'elles sont là, ben, on n'est pas vraiment intéressé à savoir ce qu'elles pensent. On ne s'attend pas non plus à ce qu'elles s'impliquent vraiment. Elles sont là vraiment juste pour le paraître. Et après ça, ben, c'est pour ça qu'on se permet de juger sur leur apparence parce qu'elles sont là pour paraître. Puis, ouais, puis aussi, moi, j'y vois aussi un byproduct du fait que la société place plus sur les épaules des femmes les dites responsabilités familiales, s'occuper des enfants, même encore aujourd'hui. Tu sais, les fameux hommes qui s'impliquent en politique avant, dans les associations, puis dans voyons, les ailes jeunesse des partis, bien souvent, là, il y a une femme en arrière pour s'occuper de leur enfant. Là. Tu sais, quand on parlait que l'institution était organisée en fonction du fait qu'il y avait le travail gratuit d'une femme derrière, tu sais, je veux dire, il peut y avoir de l'amélioration, il peut y avoir plus de femmes en politique, mais ça existe encore, puis c'est encore une réalité. Là. Je suis pas mal sûr que je connais pas les chiffres exacts, mais je suis pas mal sûr que si on va voir les statistiques tu sais, du temps, par exemple, de travail ménager, de s'occuper des enfants, le ratio homme-femme moyenne au Québec, là, je suis pas mal sûr que le ratio il est encore plus élevé du côté des femmes. Là, on n'en a pas atteint, là, à ma connaissance. Les dernières statistiques que j'ai vues sur la matière, on est loin d'avoir la parité. Là, le nombre d'heures consacrées à ça n'est pas égal. Là. Ah non, ça c'est clair. Il y a vraiment beaucoup de chemin à faire de ce Mm. côté-là. C'est certain qu'il y a beaucoup de chemin à faire. Puis,
Mais d'un autre côté, je ne sais pas à quel point c'est possible de modifier cette situation-là. Dans le sens que c'est pas juste une question de partage des tâches entre les conjoints. C'est aussi une différence dans la considération qu'on apporte au rôle dans la famille. Euh, Moi, ce que je constate, c'est que c'est beaucoup plus facile pour un homme de se dire je vais être peu présent dans la vie de mes enfants parce que j'ai un travail important. Donc, je vais voir mon enfant peut-être juste la fin de semaine, peut-être même des fois, je ne le verrai pas du tout la fin de semaine. Alors que du côté de la femme, euh, elle n'a pas cette volonté-là là, de laisser son enfant derrière elle, même si elle le pourrait. Et puis là, je prends l'exemple de Marois Risky, qui a quitté dernièrement pour des raisons familiales. Elle l'a dit devant les médias que son conjoint, qui est lui aussi député, lui a proposé de lui démissionner pour s'occuper des enfants. Mais apparemment qu'elle lui a dit non, parce que moi, je veux profiter de ces années-là avec mon enfant. Même si elle sait que quelqu'un s'en occuperait, et qu'il s'en occuperait très bien, elle n'est pas prête à sacrifier le temps avec ses enfants. Et moi, je ne peux pas juger ça. Là. Je trouve Non, que non. c'est une très bonne raison. Là. Non, Ouais, c'est non, tout à c'est fait ça. c'est un choix. Oui, non, rendu là, tu sais, on n'a pas réussi. Ah oui, on en avait trouvé un, Gab, un mot pour traduire agency. C'était quoi déjà ça? Agentivité. Agentivité, exactement. Tu sais, Ouais. rendu là, c'est son agentivité On personnelle, va le tu sais. réentendre tantôt, Ouais. d'ailleurs, agentivité. Je suis tout le Ah, temps OK. content quand je l'entends, ça Mm. confirme que c'est un vrai mot Ouais, en ouais. français. C'est quelque chose qui va plus loin que ça. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui fait des recherches à l'UQTR là-dessus. J'ai un blanc sur son nom. C'est un ergothérapeute collabore avec le département de philo. J'ai un blanc sur son nom, là, mais ça fait partie de ses qualifications là, puis de ses recherches. Je trouvais ça plutôt intéressant qu'il y avait des gens qui faisaient des recherches là-dessus. Là. Dans la communauté neurodivergente, c'est un gros sujet sur plein de choses. Là, fait que ça revient souvent. Euh, sur peut-être un dernier sujet, à moins que tu avais d'autres questions là-dessus, Gab, là, mais moi, je voyais qu'il y avait la question de sécurité. Puis j'étais aussi curieux là-dessus, tu sais, je veux dire, c'est quoi? C'est-tu le harcèlement de la population? C'est-tu du harcèlement? C'est-tu des menaces? C'est-tu l'aspect médiatique? C'est-tu à l'intérieur de l'Assemblée nationale? C'est à quoi qui revenait? C'est un peu toutes ces réponses. Il y a la question évidemment du cyberharcèlement, où là, c'est vraiment une problématique qui touche davantage les femmes que les hommes. Beaucoup d'ex-députés ont réglé la question en faisant gérer leurs réseaux sociaux par leur attaché de presse ou leur attaché politique. Elles avaient complètement délaissé les plateformes parce que c'était juste rendu impossible. Ont dû changer leur adresse courriel, leur Ah, compte être une femme Facebook. sur Internet, ça a l'air d'être l'enfer, là. Une femme publique, là, surtout. Là. Oui, absolument. Et donc, il y a ce côté-là, mais oui, des menaces, il y en a beaucoup qui les ont reçues. Je pense en particulier aux députés ou aux ministres de la CAQ pendant la pandémie. Là, vraiment, on s'en est donné à cœur joie. Mais ça peut arriver aussi des citoyens en colère là, qui se présentent au bureau et qui, visiblement, ont des mauvaises intentions. Donc, des fois, il faut que la police intervienne. Euh, les ministres, évidemment, ont toutes des gardes du corps et c'est pas pour rien. Là. Vraiment, il y a des gens, des fois, qui sont très agressifs quand il y a des dossiers qui sont très médiatisés. Par exemple, la ministre de la Famille qui va recevoir des visites de pères en colère parce que la DPJ leur a enlevé leur enfant et là, évidemment, c'est de la faute de la ministre. Et donc, il y a des situations vraiment où la sécurité est vraiment compromise, mais toutes celles que j'ai rencontrées m'ont dit la même chose. La SQ gère extrêmement bien ces situations-là. Mais je Euh, pense quand même que le seul fait de les gérer, ça doit être quand même un immense stress en soi. Est-ce que le problème au niveau de la sécurité là, vis-à-vis le public, ça touchait plus les femmes, tu avais l'impression, ou est-ce que les femmes sont plus à l'aise d'en parler à cause genre, il y a moins de machisme par rapport à ça? Non, non, de ce côté-là, je dirais que c'est assez égalitaire dans la mesure où les hommes aussi reçoivent leur dose de menaces. Et n'hésite pas non plus à en parler, là, parce que bon, il y a personne qui est à l'abri de ça. Et puis c'est tout à fait respectable de se défendre. De toute façon, le garde du corps, c'est pas un luxe, là, c'est quelque chose qui est donné à toutes les personnes en fonction. Oh, c'est une Donc, dépense gouvernementale avec laquelle que j'ai pas vraiment de problème. C'est-
la sécurité personnelle, ça reste que c'est important, puis c'est un droit, là. Tout à fait. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour améliorer cette situation-là, d'après toi, en clôture? Pour moi, la solution, elle passe vraiment par pardon, je recommence. Une revalorisation du rôle de député dans son ensemble. Il faut se demander qu'est-ce qu'on attend de nos députés, puis est-ce que la façon dont ils gèrent leur temps présentement, c'est vraiment la meilleure façon? Euh, Ça fait longtemps qu'on en parle de ça, là. Il y a 40 ans, Denis Vaugeois, qui était ministre de Denis Lévesque, en parlait. Il faut que les députés arrêtent d'avoir l'impression d'être là juste pour applaudir les ministres. Il faut arrêter d'avoir l'impression que simple député, c'est pas une fonction importante, que toute carrière politique sérieuse finit par un poste de ministre. Le député a un rôle important, mais il faut se demander est-ce que ces tâches sont toutes utiles et est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de mieux les utiliser? Parce que ce sont des personnes souvent qui sont très intelligentes, très formées, elles ont une expertise et c'est ridicule qu'elles passent autant de temps justement seulement à applaudir puis à lever la main quand on leur dit de le faire. Mhm. Ben, moi, je m'en allais dire, j'ai déjà vu, mais je pense que je lis ça depuis 25 ans, que, tu sais, quand on dit que les jeunes ne s'intéressent pas à la politique, c'est ça qui revient, c'est le fait de dire que ça sert à rien, tu es là pour applaudir, t'es une parure, t'es là pour... Puis c'est la critique que j'entends à gauche, tu sais, de notre démocratie libérale, c'est de dire, ben, c'est juste des gens qui ont du pouvoir, qui se mettent là, qui maintiennent leurs privilèges avec le reste du monde autour, qui applaudissent, puis qui font un spectacle. Tu sais. À un moment donné, je pense que les gens ils ont envie que ça soit d'autre chose qu'un spectacle. Tu sais, c'est bien beau de Mhm. se dire que tu sais, c'est la démocratie, mais quand c'est toujours les mêmes qui décident, à un moment donné, tu sais, comme certains disent, ça s'en vient une oligarchie. Tu sais, parce que quand on regarde tu sais, qui c'est qui fait du lobby, qui c'est qui, tu sais, je prends le premier exemple, moi, qui me vient à l'esprit aux États-Unis, entre le lobby autismophobe, eugéniste, qui veut trouver les causes de l'autisme génétique, puis le lobby des personnes autistes tu sais, personnellement. On parle de un qui a 65 millions par année, puis l'autre 1,5. C'est pas le même lobby. Tu sais, il y en a un tu sais, qui peut-être est un, tu sais, un peu plus axé sur le deuxième, tu sais, celui, celui, on va dire, qui est dirigé par des personnes autistes, c'est plus, tu sais, c'est de la représentation, c'est des services, tu sais, c'est des arrêts de traitement, tu sais, des arrêts de pratiques qui sont, tu sais, déshumanisantes. Tu sais, on se doute, tu sais, généralement, là, un peu partout, là, quand on implique les personnes concernées, puis que c'est pas juste de la parure, tu sais, justement, tu sais. Tu sais, s'il y avait des femmes en politique, mais que, tu sais, ça serait pas juste de la parure, peut-être que ça paraîtrait qu'il y a des femmes en politique, tu sais. Mais là, il y Mais a des femmes en politique. leur avis peut être valable aussi dans n'importe quel autre Ah champ oui, que oui, oui. spécifiquement quand on parle de la condition des femmes. Là, on n'est pas obligé de mettre une femme ministre de la famille parce que c'est la famille, puis Ah se ouais, dire non. ben, Mais, ça va être sa spécialité, puis tout le kit, là. Mais ouais, en tout non, cas, mais là, je parlais dans le contexte là, présent là, tu sais, de la politique. Là, je faisais un parallèle, là, mais tu sais, c'était surtout sur l'utilité. Tu sais, ouais. mais là, Vas-y. on peut constater avec justement ce compte-rendu-là que ben, pour ce qui est de valoriser là, la participation des femmes ou genre, même la participation de la députation en général, c'est dur, c'est dur de convaincre la population que ça sert à quelque chose quand on regarde ça, puis genre, ceux qui en ressortent ont l'air de dire que ça sert à rien finalement. Genre, c'est un peu comme un cercle vicieux, là. Puis je veux dire, C'est si on beaucoup de travail. s'intéresse pas en politique pour l'action politique elle-même, puis qu'on s'intéresse juste à leur apparence ou à qu'est-ce qu'ils font dans leur temps libre ou à leur niveau d'opulence, ben on montre pas que nous, on est intéressés, fait que ça les encourage pas justement à servir à quelque chose, là, tu sais. Là, tu t'en as dit quelque chose, je pense, Alexandre? Là. Pas simplement qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. Ah oui, non, ça, c'est clair. Je pense, personnellement, je pense que c'est un travail qui finit jamais, tu sais, parce que, je veux dire, il peut toujours avoir des nouveaux besoins, des nouveaux, tu sais, bien souvent, tu sais, ça évolue au fil des besoins qu'on considère valides dans la société, fait que plus on va en considérer valides, plus il va en avoir, plus il va, tu sais. Puis Mm. même, il n'y a pas juste des nouvelles populations pour lesquelles il y a des besoins qui sont valides, tu sais, c'est des nouveaux besoins pour des populations qu'on prenait en compte déjà, puis, tu sais,
plus on va être sensibilisé à des choses, plus il va, tu sais, plus ça va y avoir de travail à faire, fait que ça finit jamais. Tu sais, Il y a Mamol qui dit ce que j'admets, c'est que les femmes n'acceptent pas ce rôle-là de plante verte, exactement. Respect à ceux qui Mm. sont tenus forts de leurs principes, respect à ceux qui ont parlé aussi du problème. Puis respect à toi, Alexandre, pour cette étude très intéressante. Ouais. Ouais, non, c'est Et, ça. Moi, écoute, j'ai eu même une agréable surprise. Étant moi-même un citoyen de Trois-Rivières, j'ai fait OK, c'est une recherche qui se passe chez nous, direct à côté. Fait que c'est comme. C'est intéressant. Tu sais. Écoute, Alexandre, je te remercie bien gros d'être venu nous voir. Écoute, c'était super intéressant d'avoir les détails. Puis tu sais, écoute, quand j'ai vu cet article-là, j'ai fait faut que je parle de ça. Là. Il y a trop de quoi de pas normal là-dedans. Là. Faut qu'on fasse. Ça mérite un stream à lui tout seul. Ça. C'était comme. Fait que, écoute, Merci beaucoup pour l'invitation. Ça m'a fait plaisir de discuter avec vous. Ah ben, ça a fait plaisir de merci. t'inviter. Puis écoute, s'il y a d'autres choses, tu es toujours le bienvenu. Nous autres, on est toujours ouverts à avoir des invités, justement, qui connaissent leur sujet, puis que, tu sais, qui sont vraiment, je vais dire, même passionnés de leur sujet. Fait que Au n'importe plaisir. quand, au plaisir que tu reviennes. Ouais. J'espère qu'on n'a pas trop tiré la couverte politique de notre côté. Puis- C'était parfait. Puis je vous tiens au courant de l'évolution du projet. Bon, ben, c'est parfait. Merci beaucoup. Merci Bonne beaucoup. fin de soirée. Bonne soirée. Nous, on a eu une suggestion de tune de Deux Pink. Bonsoir, Deux Pink, en passant. Ouais, bonsoir. Fait Puis, qu'on on va faire une petite pause pour la ouais, transition avant de continuer. Donc, ouais. le programme de la soirée, on va rester dans le féminisme à soir. J'ai deux bons vidéos à présenter là, pour l'approfondir. Bon, ben, écoute, c'est parfait. Fait qu'on s'en va pour une pause musicale, puis on vous revient tout de suite après avec d'autres vidéos à thématique, comme tu dis, féministe pour la soirée. Féminisme et représentation. Ouais. C'est cool, ça.